Radio Aléo et les élèves de terminale Bac Pro SAPAT de la MFR de Pont-de-Vel s'engagent pour lutter contre les discriminations. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet des agressions sexuelles et du viol. Pour nous éclairer, nous accueillons Laura de LC Accompagnement, qui est thérapeute psychocorporelle. Bonjour. Bonjour. D'après nos recherches, on sait que vous avez réalisé des études de management dans le domaine du commerce. Qu'est-ce qui vous a amené à vous former à la thérapie psychocorporelle et émotionnelle ? Alors, j'ai toujours apprécié le relationnel, le conseil. C'est pourquoi j'étais dans le commerce. C'était une évidence pour moi à l'époque. Je me suis rapprochée du développement personnel et de la thérapie parce qu'à une période très difficile de ma vie, j'en ai eu besoin. J'ai subi un traumatisme lorsque j'étais en primaire. J'ai consulté des psychologues, ça me convenait pas. En tout cas, ça convenait pas à mes besoins, à mes attentes. J'avais l'impression de ressasser le traumatisme, de faire du surplace, de pas avancer, de rester au fond du trou, comme on dit. J'ai réussi à trouver un praticien pour m'aider. C'est ce qui m'a sorti de cette période très noire. J'ai eu de la difficulté à le trouver et aujourd'hui, je le remercie encore. Parce que des années plus tard, j'en suis là, je suis apaisée, j'ai pu retrouver la paix. Donc c'est ainsi que quelques années plus tard, j'ai eu comme un déclic, une évidence. J'ai écouté mon intuition et j'ai décidé de me convertir à la thérapie psychocorporelle et émotionnelle. On sait que les méthodes que vous utilisez sont des outils de la relation d'aide, comme par exemple les techniques corporelles. Pouvez-vous nous en dire plus sur vos méthodes d'accompagnement et leurs efficacités ? Alors, on a les techniques psychocorporelles qui intègrent le corps dans le processus thérapeutique en reconnaissant que les émotions sont souvent stockées dans le corps. Des techniques telles que la relaxation, la respiration consciente, le mouvement corporel, la libération des tensions, l'acupressure, c'est des points qu'on fait au niveau du corps. Les techniques de relaxation et de méditation, elles aident à calmer le système nerveux, réduire le stress, favoriser la présence mentale, notamment le lâcher-prise. La thérapie somatique, donc par le corps, c'est la connexion entre le corps et l'esprit. On l'utilise pour libérer les tensions physiques associées au traumatisme ou aux émotions qui sont refoulées, comme les rituels que je propose au niveau des libérations des émotions ou des mémoires, via des points d'acupression. L'approche émotionnelle, elle vise à explorer et à comprendre ces émotions, à les mettre en lumière, donc les mettre en conscience, en prendre conscience du moins, ce qui permet de les exprimer de manière saine et constructive. Cela se travaille via l'art-thérapie, les mouvements corporels, la relaxation dynamique notamment, pour faciliter l'expression créative des émotions. Les victimes de viol ou d'agressions sexuelles peuvent ressentir de la culpabilité, du dégoût, de l'anxiété, des phobies ou encore de la honte. Comment vous faites, vous, pour adapter votre accompagnement à ces problématiques ? Je pense que ce qui est important déjà, c'est d'offrir une écoute attentive et valider les sentiments, l'expression de la personne sans jugement, tout dans la bienveillance. Les victimes, elles peuvent exprimer leurs émotions sans sentir de culpabilité. J'essaie de les mettre à l'aise, en tout cas à un maximum. La validation des sentiments ressentis et l'empathie, pour moi, sont essentielles. Donc l'approche, elle est centrée sur la victime. J'adapte en fonction de ses besoins, de son rythme, de ses préférences, afin que l'accompagnement se passe en douceur et soit le plus agréable possible, parce que c'est déjà difficile pour eux. Il y a la psychoéducation, donc fournir des informations sur les réactions fréquentes suite au traumatisme sexuel, pour aider à normaliser, entre guillemets, les émotions ressenties, réduisant ainsi la culpabilité et la honte. J'utilise également l'art-thérapie pour les prises de conscience et la libération aussi. Les techniques de gestion du stress et de la dissociation, apprendre des techniques pour gérer l'anxiété, la dissociation et d'autres réactions émotionnelles peut être crucial pour aider les victimes à retrouver un sentiment de contrôle via la respiration, la relaxation dynamique, le lâcher-prise qui régule au niveau du système nerveux.
La thérapie cognitive et comportementale peut être utilisée également pour identifier et changer les émotions négatives ou les schémas de pensée qui peuvent contribuer à la culpabilité ou au sentiment de honte. J'aime utiliser l'art-thérapie pour briser les croyances limitantes, les pensées négatives. C'est une manière ludique qui permet une prise de conscience et également de libérer les émotions de la victime. Je propose un accompagnement de soutien en continu permettant à la victime de parler de son expérience au fil du temps, même entre les séances si besoin, lorsqu'elle en a besoin. La collaboration avec d'autres professionnels de santé tels que les médecins, les psychiatres peut être envisagée. Je n'hésite pas en tout cas à en faire part à la personne quand je sens que c'est nécessaire. Un espace de sécurité est primordial pour la victime lors de son accompagnement. Est-ce que la situation est plus compliquée à gérer si la victime a été agressée par une personne de son entourage ? Alors en effet, la situation elle peut être un peu plus difficile déjà à accepter pour la victime parce qu'il y a aussi ce sentiment de trahison qui est, je dirais, peut-être omniprésent. On peut le percevoir aussi de manière aussi un peu plus violente si on portait notre confiance en cette personne. Cela implique une relation émotionnelle avec l'agresseur. La victime peut avoir du mal à concilier les sentiments contradictoires qu'elle ressent envers l'agresseur, ce qui peut augmenter la confusion et la détresse émotionnelle. La victime peut craindre des représailles ou des conséquences négatives si elle révèle l'agression, par exemple, surtout quand la personne est puissante, en tout cas à ses yeux, ou proche d'elle. La trahison rompt la confiance, ce qui rend difficile les relations avec les autres. La victime ressent une pression sociale et familiale qui peut l'amener à se dissuader de dénoncer l'agression. Donc forcément, ça ajoute tout de même des obstacles supplémentaires à la recherche d'aide extérieure. En quoi un accompagnement sur la problématique du viol peut être différent de l'accompagnement d'une personne victime d'agression sexuelle ? Les séquelles sont-elles différentes pour ces deux cas de figure ? Je dirais que oui et non. Ça rapproche tout de même, mais déjà la première chose c'est la nature de l'agression. Déjà là elle est tout de même différente. Rappelons que le viol implique une pénétration non consentie. L'agression sexuelle inclut un large éventail aussi de comportements sexuels non consentis, mais qui ne nécessitent pas de pénétration. La sévérité des blessures physiques au niveau du viol, en raison de la nature invasive, les victimes de viol peuvent présenter des blessures physiques peut-être plus graves du coup que l'agression sexuelle, même si le traumatisme n'en est pas moindre. L'impact émotionnel, pareil, au niveau de la gravité de l'agression. Les victimes peuvent présenter une charge émotionnelle plus intense, même si on peut remarquer que l'agression sexuelle l'est également. La complexité des relations avec l'agresseur, le viol ou l'agression sexuelle, la personne souffre considérablement, d'autant plus si l'agresseur est connu par la victime, donc là on est à peu près entre guillemets équivalent. On a les répercussions sociales. Pour le viol, les victimes peuvent parfois faire face à des répercussions sociales plus graves en raison de... C'est un sujet qui reste tabou et autour de ce crime, c'est plus compliqué pour ces victimes par rapport à l'agression sexuelle. Par rapport à l'agression sexuelle, je dirais que ça varie en fonction des circonstances et de l'acte qui s'est produit. Les conséquences émotionnelles, psychologiques, les séquelles sont profondes dans tous les cas pour les deux types d'agressions. Cependant, de nombreux facteurs sont à prendre en compte. La nature de l'acte, j'en ai parlé. Les facteurs aggravants, le soutien social, la prise en charge thérapeutique, la résilience individuelle, comment l'a vécu la victime et d'autres variables qui sont au cas par cas. Dans tous les cas, il est indispensable d'avoir un accompagnement adapté et respectueux pour aider à la guérison. On sait que les séquelles sont importantes, mais aussi que les victimes mettent souvent du temps à s'exprimer et à faire la démarche de demander de l'aide. Combien de temps dure votre accompagnement en général et que permet-il de restaurer chez les victimes ? Alors au niveau de la durée, c'est un peu difficile à dire. Je dirais que c'est quand même au cas par cas, donc c'est plutôt variable d'une personne à l'autre.
Ça dépend de son rythme, de comment elle s'ouvre au fur et à mesure. Cela varie en fonction de la gravité de l'acte, de comment la victime l'a perçu, l'a ressenti, ou comment le vit la victime tout simplement. Et si elle a du soutien aussi autour d'elle ou pas du tout. Si elle est très seule, ça va être un peu plus difficile d'avancer. Donc ça dépend également de son objectif, de jusqu'à où elle veut aller, de jusqu'à où elle va réussir à avancer. Ce sera forcément plus long si les séquelles émotionnelles ou psychologiques sont complexes. On peut restaurer ou aider en tout cas à la stabilisation et à la gestion émotionnelle, apprendre à gérer notamment son anxiété, la déprime, réguler le système nerveux, gérer ses émotions, voire à s'en libérer totalement liées au traumatisme. Encourager l'expression des émotions liées au traumatisme, ce qui permet à la personne de mieux se comprendre et de se gérer, donc elle devient un peu plus autonome entre guillemets. Je travaille sur ses besoins en lui faisant conscientiser ses besoins pour qu'elle s'en rende compte, l'aider vraiment à mieux se comprendre. Fournir et utiliser des techniques aussi pour mieux gérer ses symptômes physiques ou psychiques associés au traumatisme. J'aide la personne à renforcer son adaptation, à apprendre à être indulgent avec elle-même, à se faire confiance, à restaurer un sentiment de prise en main, de contrôle aussi sur sa vie et réduire les symptômes post-traumatiques comme l'hypervigilance, les cauchemars, les flashbacks, les douleurs, le stress, les peurs, etc. Malgré un accompagnement efficace, peut-il arriver que des victimes replongent dans un état de mal-être ? Quelles techniques leur donnez-vous pour réussir à surmonter seules les petites étapes difficiles ? Alors oui, c'est possible, bien que, en principe, elles ne chutent pas autant que là où elles en étaient auparavant. Le processus de guérison n'est pas linéaire. Il y a des défis qui peuvent émerger à certains moments. Parfois, la personne, elle peut penser avoir guéri totalement. Elle n'a pas pris conscience que ce traumatisme, il est là, il est à vie. On peut apprendre en fait plutôt à vivre avec et qui ne guide pas notre vie tout simplement. Elles peuvent penser aussi qu'elles n'ont plus besoin d'accompagnement, donc il y a des personnes qui peuvent décider, et elles sont en droit de le faire bien évidemment, d'arrêter le processus d'accompagnement. Parfois, il y a certains souvenirs qui peuvent remonter à une période de leur vie, donc c'est vrai qu'on n'est pas à l'abri que ça puisse remonter à la surface si on n'a pas été au bout ou si on n'a peut-être pas tout libéré, ce qu'on avait à libérer à ce moment-là. Cependant, les victimes accompagnées apprennent à gérer leurs émotions, elles apprennent à se comprendre, elles peuvent utiliser du coup des techniques que je leur apprends d'ailleurs, donc comme la respiration profonde pour calmer, réguler le système nerveux, l'anxiété. Le pratiquer régulièrement, ça peut aider effectivement dans des moments difficiles et déjà à réguler son stress et son anxiété au quotidien. Pratiquer la pleine conscience, cela consiste à rester conscient et à être vraiment ancré dans le moment présent, sans jugement, et à réduire les pensées anxiogènes. On peut tenir aussi un journal, écrire ses émotions, ses pensées, ses expériences. Ça a un but thérapeutique. Ce journal, il peut permettre de s'exprimer, de libérer ses émotions et de suivre également leur progression. Pratiquer l'autocompassion aussi, être indulgente, être gentil, compréhensif envers soi-même, reconnaître ses difficultés sans se juger et s'encourager à chaque étape peut renforcer sa résilience. Et également en identifiant des événements déclencheurs, je dirais, ça permet d'anticiper les moments qui peuvent être difficiles et développer peut-être des stratégies à mettre en place pour faire face à ces situations et faire des activités qui procurent du bien-être, du plaisir pour maintenir l'équilibre émotionnel. Peut-être faire une balade, un sport, de la lecture, en tout cas ce qui procure du bien-être à la personne. En faisant ces activités, on libère du coup des hormones du bonheur comme la sérotonine, la dopamine, etc. Donc du coup ça peut être que bénéfique au quotidien. Les victimes ayant vécu des traumatismes horribles comme cela peuvent ressentir des blocages lors d'un accompagnement. L'avez-vous déjà vécu ? Comment vous y prenez-vous quand cela se produit ? Oui, ça m'est arrivé, plusieurs fois d'ailleurs. J'essaie en fait de trouver une alternative avec la personne parce que c'est vrai qu'en premier lieu, on a tendance à faire de l'échange par la parole, on communique vraiment de vive voix. Je lui propose de l'écrire, de dessiner, de s'exprimer différemment pour essayer de l'aider en tout cas à exprimer.
Par contre, si ça persiste, c'est que la personne elle n'est pas prête à le dire, donc je respecte aussi ça. Peut-être que ce sera à la séance suivante qu'elle pourra m'en dire davantage, mais je respecte vraiment le fait que la personne soit bloquée. Mais je lui montre que c'est pas grave, ça peut arriver que ça bloque. Enfin, il faut pas culpabiliser de pas y arriver sur l'instant T. Ça viendra quand ça viendra. Il est important qu'elles se sentent en confiance. D'ailleurs, je n'oblige jamais les victimes à exprimer les détails de leur agression. Je suis à l'écoute si elles ont besoin de vider leur sac, de se libérer, mais ça leur appartient si elles ne souhaitent pas partager les détails. En tout cas, ce n'est pas une obligation. Je souhaite par ce biais-là d'éviter aux victimes de revivre en fait, le traumatisme via ces détails. Comment votre accompagnement peut-il être complémentaire à d'autres formes de traitement comme les antidépresseurs et la psychothérapie ? Effectivement, c'est complémentaire. Puisque déjà les antidépresseurs, ils sont là pour aider temporairement en principe la victime. Cependant, ils ne traitent pas la cause. La psychothérapie est une thérapie différente de la thérapie psychocorporelle et émotionnelle parce que les techniques, elles sont différentes. Et la thérapie psychocorporelle et émotionnelle, elle fait le lien vraiment entre corps et émotion et le psychisme. La psychothérapie est basée sur la pleine conscience, et cible la souffrance au niveau psychique, les pensées, les émotions. Ce sont des professionnels qui interviennent pour des troubles mentaux, des perturbations comportementales, des dépressions, des envies de suicide ou autres pathologies psy. Par ailleurs, c'est pourquoi je ne prends pas en charge les personnes qui ont des pathologies mentales comme les schizophrènes, etc. parce que ce n'est pas dans mes compétences. À partir de quel âge peut-on entamer un travail de reconstruction dans votre cabinet ? Je dirais à partir de l'adolescence et en même temps quand la personne est prête. Mais en tout cas, au niveau de l'âge, je dirais à partir de l'adolescence, peut-être vers 15-16 ans, il est possible de travailler déjà sur des traumatismes, bien sûr en adaptant les exercices par rapport à leur capacité, leur développement. Ça dépend aussi de la maturité, bien sûr. Voilà. Sur votre site, nous avons pu voir que vous êtes âgé seulement de 27 ans. N'est-il pas difficile d'exercer un métier compliqué comme celui-là, si jeune ? Je dirais que non, personnellement, parce que ce travail, en fait, il me passionne. J'ai à cœur vraiment le bien-être des femmes que je reçois. C'est vraiment ma priorité. Alors la question, c'est est-ce qu'il y a un âge idéal pour être thérapeute ? D'ailleurs, on en apprend toute notre vie et ce métier, vraiment, il me passionne. Et les femmes, de toute façon, qui viennent me voir, elles me montrent et elles me disent leur satisfaction. Et je le vois aussi par l'évolution, le fait qu'elles se sentent mieux. Et c'est vraiment l'essentiel pour moi. Après, bien évidemment, si toutefois je ressens le besoin d'être supervisée, etc., enfin, tout est prévu si besoin. Pour l'instant, tout fonctionne. On vous remercie, Laura Crochetet de LC Accompagnement, d'avoir répondu à nos questions et de nous avoir éclairé sur la thérapie psychocorporelle et émotionnelle. Si nos auditrices et nos auditeurs souhaitent en savoir plus sur cette thérapie, vous pouvez retrouver plus d'informations sur le site lc-accompagnement.fr. Merci beaucoup. Radio Aléo et les élèves de terminale Bac Pro SAPAT de la MFR de Pont-de-Vel s'engagent pour lutter contre les discriminations.